Si je vous parle de cinéma italien, il y a de fortes chances que pas mal d'entre vous pensent immédiatement à Benigni, à un Cinéma Paradiso ou à des rafales de gros calibre sur les plages de Naples. Ou peut-être que pour certains, ce sera Fellini ou Visconti. Voilà les noms les plus connus d'un cinéma qui s'est fait une place éminente sur la scène internationale à grands coups de palmes d'or et de réalisateurs oscarisés. Sûrement le pays européen avec la France qui est le plus révéré par les cinéphiles du monde entier. Alors oui, certains pourraient trouver que mon intro est quasiment la même que pour ma vidéo sur le cinéma japonais. Parce que comme il n'y a pas que Kurosawa, Miyazaki et Ozu au Japon, le cinéma de tout un pays peut difficilement être résumé à quelques chefs-d'œuvre qui ont eu la chance de franchir ses frontières. Parce que la reconnaissance d'un film à l'étranger dépend d'énormément de facteurs. La proximité culturelle, la langue, l'investissement des distributeurs, l'existence ou non de rééditions, et encore là on gratte que la surface. En vrai, si Scorsese l'a pas déjà trouvé et rétabli comme un classique injustement oublié, il y a assez peu de chances que vous en entendiez jamais parler. Il y a donc des dizaines, des centaines de films de milliers de cinéastes, et ça pour juste un pays. Je trouve que ça donne un putain de vertige. Mais vous l'aurez compris, ici on va plutôt la jouer tranquille, et on va commencer par prendre les choses 5 films à la fois. Et voilà donc une petite présentation sans chichi, à la napolitaine, de 5 productions italiennes pour redécouvrir le cinéma de la botte. Et d'ailleurs, petit aparté, si le sujet vous intéresse, sur Insta et Twitter, je me suis lancé il y a plusieurs mois dans un projet de tour du monde des films. Vu que malheureusement on peut toujours pas voyager librement, c'est un peu l'occasion de se faire un petit shot de culture de cinéma étranger. Un jour, un pays, un film. Et sans plus attendre, je vous propose d'enfiler votre plus beau maillot 23 de la Squadra Azzurra, de monter en Vespa. On part pour l'Italie. On commence fort avec un des meilleurs films de SF italien, et si pour vous ça sonne bizarre, c'est que vous connaissez sûrement pas Mario Bava ou le formidable Barbarella sorti 3 ans après. La planète des vampires nous présente l'histoire de l'équipage de 2 vaisseaux qui, répondant à un appel de détresse sur une planète inconnue, se retrouvent coincés et victimes d'une étrange espèce alien qui s'infile dans leur corps pour les forcer à s'entretuer. Peut-être ne sommes-nous pas seuls. Peut-être que quelque chose ou quelqu'un nous regarde et nous écoute en ce moment même. Et si l'histoire et les visuels vous donnent une impression de déjà-vu, c'est assez normal. Parce que le film a été une énorme influence sur Ridley Scott pour... Oh, rien de moins que Alien. Mais loin d'être réduit à un rôle d'anecdote pour DVD 3 d'une réédition collector steelbook du chef-d'œuvre de Scott, La planète des vampires nous transporte dans un trip halluciné qui mélange joyeusement gore, sexe, dans la plus grande lignée des gialli italiens. Profitant d'une fausse attitude racoleuse, Bava nous balance tout ce qu'il a en stock en termes de délire visuel, malgré un budget franchement ridicule. Qui t'a fait ça? Le capitaine. Et personnellement, ça me touche énormément. Des cinéastes qui font preuve d'une générosité à toute épreuve, malgré des conditions de production difficiles. Volontairement inclassable, le film oscille entre nanar décomplexé et chef-d'œuvre d'anticipation, bénéficiant d'effets spéciaux d'une inventivité complètement folle. Comment l'expliquez-vous? Je n'en sais rien. L'existence d'une forme de vie étrangère n'est pas impossible. En tout cas, si ça peut ne serait-ce que vous ouvrir la porte à la filmo géniale de Bava et au giallo, il faut absolument voir ce film. Ils étaient là. Ils ne sont pas morts. Tout était enveloppé de plastique. On reste dans le grotesque, mais cette fois on upgrade pas mal en termes de milieu, puisque Marco Ferreri nous balance en pleine bourgeoisie décadente. On a ainsi 4 poteaux fatigués de leur vie ennuyeuse et guindés de gros bourges qui décident de se suicider ensemble en se gavant jusqu'à la mort. L'idéal, ça serait pouvoir continuer à manger comme ça indéfiniment. Critique sociale jouissive, hilarante et en même temps profondément dégueulasse, le film nous prend toujours à rebrousse-poil malgré une prémisse assez simple. Allant toujours plus loin dans son délire scatophile à grands coups d'excréments qui volent, de paix, de rots, de salive, le film détourne brillamment ce côté pipi-caca d'un tel humour pour en faire un attribut d'une bourgeoisie et d'un patriarcat qui fait mine de se draper dans sa classe et son éducation et qui est fondamentalement
beaucoup plus dégueulasse que ses simples fonctions corporelles. La purée de marron, c'est un de mes vices. Voulant dépasser la condition humaine, ils se retrouvent achevés par ces dernières de façon pathétique, la puanteur de leur milieu ressortissant à mesure que leur corps se déforme. Si on devait citer Molière pour faire un peu classe, Ferreri nous parle d'une société de consommation où l'on ne mange pas pour vivre, mais où plutôt on vit pour manger. Ironie suprême, cette attitude-là ne peut finalement provoquer que pourriture, décadence et finalement mort absolument ignoble. Arrête. Sinon tu vas mourir. Le film a un petit côté Monty Python poussé à l'extrême de l'extrême, et franchement, comment ne pas adorer ça. Des quartiers d'orange et saupoudrés de sucre. Je te supplie, arrête, ça m'écoeure. On reste dans la gastronomie dans ce film, qui est un des points de départ du néo-réalisme italien, dont je vous avais parlé dans cette vidéo. Un courant qui se veut plus direct, plus en phase avec le réel, à la fois dans la production qui délaisse les studios, mais aussi dans son impact culturel. In Italia ci starei se avessi una casa, un lavoro. Ho aspettato 10 anni a togliermi questa divisa d'addosso. E oggi devo aver paura a mettermi in borghese. À la manière des raisins de la colère, le film nous montre la dure vie des mondine, travailleuses saisonnières récoltant le riz en Italie du Nord. Un système d'exploitation qui est perturbé par l'arrivée d'un couple de voleurs qui va s'infiltrer parmi ces travailleuses. Entremêlant lutte sociale, thriller et séduction, Dassentis nous livre une critique acerbe de la domination capitaliste et patriarcale qui aliène complètement ces femmes. Te ne accorgerai quando alla fine ti diranno eccoti la paga, il riso, ma te ne diamo 5 kg di meno perché ha piovuto. Le film s'amuse à brouiller les pistes, en faisant aller et venir les couples et les idéaux des voleurs qui semblent complètement perdus face aux conséquences directes de leurs actions. Encore une fois volontairement érotique, la mise en scène refuse l'objectification vulgaire de ces personnages pour, au contraire, puiser une force dans cette féminité brandie non plus comme une source de faiblesse et de désir masculin, mais comme un élan d'indépendance. Miss Bambina e la sua orchestra! Allez! Et on continue sur l'érotisme cinématographique avec Bianca, de Nanni Moretti. Cette fois, la critique porte plus sur le voyeurisme inhérent au cinéma, et plus particulièrement sur celui visant les femmes dans une société et une industrie largement masculine. Héritier direct du chef-d'œuvre de Hitchcock Fenêtre sur cour, dont il se revendique clairement, le film nous présente un professeur maniaque qui observe ses voisins, note leur comportement, et qui devient absolument fasciné par une de ses collègues, Bianca. Sono felice di averla nella nostra tribù. Délibérément surréaliste, le film emprunte à Pasolini pour dresser un portrait absurde du système éducatif à travers le lycée Marilyn Monroe, où des élèves ultra studieux se retrouvent face à des professeurs alcoolos et accros au jeu. Évidemment, on reste pas sur cette situation, et une série de meurtres va venir foutre le sbeul dans ce petit monde parfaitement fou, d'autant que notre héros est assez vite soupçonné vu son comportement voyeuriste complètement borderline. Lamberto, Leonardo, Marco, Maria... Nanni Moretti nous offre ici une comédie géniale qui mélange et détourne les grands noms du drame italien et du cinéma américain dans un patchwork totalement jouissif. Bon, j'avais dit que le cinéma italien, c'était pas que la mafia. Mais il faut bien comprendre que ce film n'est pas vraiment un film de mafieux. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Le Traître, donc, est un biopic qui suit la vie de Tommaso Buscetta, membre éminent de la mafia de Palerme, qui va finir par briser l'omerta en collaborant avec le célèbre juge Falcone, devenant un traître à la Causa Nostra. C'est à moi de dénoncer ces types. Vous les connaissez pas? Tous les matins dans les journaux, on lit des noms, c'est monnaie courante. Le film va ainsi nous balader de Naples à Rio en passant par le New Jersey en s'amusant à mélanger les genres. Tantôt drame familial, tantôt film de procès, tantôt thriller, tantôt film de... oui, bon d'accord, de mafieux. Mais jamais simpliste, Bellocchio évite largement les clichés du genre. En gros, le schéma montée-chute cher à Scorsese. Malgré l'ampleur des événements qui narrent et son impact sur la société italienne de l'époque,
le cinéaste préfère toujours rester à hauteur humaine, en nous livrant une plongée en apnée dans la psyché d'un homme en proie à un doute dévorant, tiraillé entre ses idéaux, au point de ne plus savoir qui il est. Je renie ce nom maudit. Je renie Tommaso Buscetta. Et dites plus qu'on est frères et sœurs. Ce nom, je veux même plus l'entendre. Le Traître est donc un film sur la crise d'identité d'un homme qui va devoir tout laisser derrière lui sans espoir de se créer une identité autrement que par rapport à ce qu'il a perdu. Il est devenu un traître, tout simplement. Un traître vis-à-vis de la mafia, mais surtout vis-à-vis de lui-même. Sono siciliano, un siciliano vero. Voilà, ce sera tout pour ce petit giro autour de La Botte. Alors bien sûr, on aurait pu parler du sublime Le voleur de bicyclette de Dacica, du troublant Suspira de Dario Argento, de tous les films de Sergio Leone, ou du Mamma Roma de Pasolini, véritable Almodovar avant l'heure. Mais bon, le but c'était quand même de présenter des films un poil moins connus et de brosser un portrait de la diversité folle que peut offrir le cinéma italien. J'espère en tout cas que ce petit voyage vous aura plu et vous aura donné envie de jeter un œil à ces films et à d'autres. Cette découverte d'autres cinémas, d'autres façons de penser, de réaliser, de mettre en scène, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi et j'aimerais clairement en faire d'autres. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres pays que vous aimeriez voir abordés. Moi en tout cas ça me va très bien, ça me donne plus d'excuses pour partir voyager. En attendant, je vous donne rendez-vous sur les réseaux pour le hashtag un jour un pays un film et je vous dis à pronto nel bus.